Um, Hello to everyone. Bonjour tout le monde, je suis ravie de animer ce séminaire. Je tiens à remercier les participants et les organisateurs, en particulier Myriam. C'est un plaisir pour moi que d'avoir un public avisé avec lequel il est possible de nouer un dialogue et de poursuivre une bonne communication. Nous allons parler aujourd'hui des droits de la personne concernant les travailleurs migrants dans un contexte régional. Je vais notamment me concentrer sur le système international, mais je ferai référence également au système africain régional. Après quoi, je vais parler du pacte mondial sur les migrations qui est en cours d'évolution dans la doctrine des droits de la personne et nous allons voir qu'il y a une évolution constante en la matière. Bien, je partage sans autre mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je vois? L'écran est partagé? Très bien. Nous allons commencer par la loi internationale, les normes internationales, après quoi nous allons voir ce à quoi devraient mener les lois au niveau international, s'il y a des changements. On change de diapo pour l'instant. Très bien. 4 points à souligner dans cette présentation. On m'a demandé de faire une présentation d'environ 45 minutes. Je vais essayer de le faire pour laisser tout de même un peu de temps pour une séance interactive. Premier point, les migrants ont des droits. Deuxième, la précarité des migrants est construite. Et après, la mobilité peut et doit être gérée différemment. Et quelle est la voie à suivre? Il faut planifier la mobilité humaine. Et cette présentation se focalise notamment sur des migrants qui vivent dans la précarité. Ce n'est pas pour dire que les expatriés ou les touristes ou les managers internationaux ne m'inquiètent pas, mais c'est moins préoccupant, on va dire. Surtout, ce qui m'intéresse, ce sont des personnes qui ont des vulnérabilités, qui ont peu ou pas de capital social et qui vivent dans la précarité. Les migrants, je le disais tout à l'heure, ont des droits. Il existe un cadre, un régime international en matière de droits de la personne. C'est un régime complexe, voire un système de normes, d'institutions et de pratiques. Nous le voyons au niveau universel, régional et national. Au niveau universel, nous avons le système onusien. Au niveau régional, nous avons le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, mais aussi l'OSCE. Et en Afrique, nous avons aussi un système. Il en va de même dans les Amériques avec le système interaméricain. Donc, si vous voulez, nous avons des couches qui se superposent ou qui s'emboîtent. Et tout cela se développe dans un système international qui, petit à petit, a progressé et qui a donné lieu à une véritable doctrine en matière de droit international sur la base de ce qui se passe dans les différents régimes qui, comme je le disais tout à l'heure, s'emboîtent. Il y a donc une évolution dans la doctrine des droits internationaux de la personne. Et au niveau national, il y a bien évidemment des événements qui contribuent au développement. Les droits de l'homme peuvent être mentionnés dans la Constitution, dans la législation nationale. Il peut y avoir des institutions aussi qui protègent les droits humains. Il peut y avoir un véritable système. Il peut y avoir la magistrature qui s'en occupe. Au niveau national, souvent, il y a aussi de la jurisprudence et aussi une doctrine en matière de droits humains qui couvre un territoire déterminé, mais qui s'inspire du droit international et donc universel.
Et bien évidemment, cette jurisprudence s'applique au niveau national et parfois au niveau régional. S'il y a des commissions comme au niveau des Nations Unies ou s'il y a des procédures spéciales. Et cela fait partie du Conseil des droits de l'homme. Donc, il y a une certaine pénétration, si nous voulons, du système et tout cela s'emboîte. Pour ce qui est du régime international des droits humains, les droits dans ce dernier appartiennent à tous les droits, à tous les êtres vivants. Il n'y a pas d'exception, si nous voulons, qui est faite pour les migrants, pour les femmes. Donc, tous les êtres humains sont concernés par ce régime. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous voyez la citation, toute personne a droit aux droits et aux libertés sanctionnées par cette déclaration sans distinction de toutes sortes, telles que la race, la couleur, le sexe, la langue. Mais il y a aussi une citation sur le fait qu'il n'y a pas de distinction sur l'origine nationale ou sociale. Donc, il s'agit d'un dispositif universel qui, bien évidemment, comprend aussi les migrants. Après, bien évidemment, il s'agit d'interpréter et c'est là que nous allons nous diriger. Déclaration de Vienne, 1993, tous les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et interreliés. Donc, tous les droits, on dit ici, tous les droits qui s'appliquent à tous les individus. Il n'y a pas, si nous voulons, de droit, il n'y a pas de liberté syndicale s'il n'y a pas de droit syndical. Bien évidemment, il y a une corrélation entre les droits et entre le système des droits de l'homme, donc système de l'OIT, bien évidemment, auquel vous avez déjà été exposé, et le système des droits humains sont interdépendants et interreliés. Vient ensuite l'architecture, pour l'appeler ainsi, des droits humains, architecture universelle. Nous avons la Charte des droits de l'homme, où nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Et après, nous avons les régimes liés, la Convention sur la prévention, la punition des crimes de génocide, les conventions de Genève sur le droit humanitaire international et la Convention sur le statut des réfugiés. Vient ensuite des systèmes plus spécifiques qui ont été créés ou élaborés, si nous voulons, pour élargir le champ d'application des pactes et qui couvrent des domaines plus spécifiques et des catégories particulières. Par exemple, la discrimination raciale avec la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la CEDAW, que vous connaissez peut-être, de 1979, la Convention contre la torture et les autres traitements dégradants, cruels, inhumains ou les punitions, la CAT de 84, la Convention sur les droits de l'enfant, qui est l'une des conventions les plus amplement ratifiées, qui date de 1989, la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et membres de leurs familles de 1990, sur laquelle je vais revenir, la Convention sur les droits des personnes ayant un handicap de 2006, et nous devons garder à l'esprit ce document. Et après, qu'il y a eu des rebondissements, rappelons-nous que les migrants peuvent bénéficier de tous ces régimes. Un migrant est peut-être une femme qui fait l'objet de discrimination raciale, qui a subi un traitement dégradant, qui est peut-être un enfant et qui a peut-être un handicap. Donc, on peut avoir une migrante qui tombe donc sous la coupe de toutes ces conventions. Donc, tous ces textes, si vous voulez, ce sont des instruments dont peuvent bénéficier les migrants. Dans le système des droits de l'homme, nous avons deux droits qui appartiennent aux citoyens, le droit de participer à la conduite des affaires publiques et le droit d'entrer dans un pays, dans le pays dont il est ressortissant. Cela fait partie donc du domaine de la citoyenneté, l'article 25, et
du pacte international sur les droits politiques et civils et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la charte africaine sur les droits humains et des personnes, à l'article 13, prévoit le droit pour tout citoyen de participer librement au gouvernement de son pays, directement par des représentants librement choisis. Et la charte ajoute quelque chose qui ne se retrouve pas dans le système international, et il s'agit de l'accès équitable aux services publics. Donc, le citoyen a droit de devenir un fonctionnaire public. Cela est spécifique à cette charte africaine et ne se retrouve pas donc dans le régime universel. C'est une limitation, si vous voulez, du droit des étrangers d'accéder aux services publics, et cet accès équitable n'est pas mentionné dans le cas des étrangers, par exemple, mais uniquement aux ressortissants du pays en question. C'est une petite spécificité. Pour ce qui est des autres droits, ils appartiennent à tous les droits, à tous les êtres humains. Mais nous le voyons par le pacte, les deux pactes des Nations Unies, où il faut respecter, s'assurer que tous les individus dans un territoire déterminé et qui sont sujets à une juridiction ont des droits qui doivent être reconnus par le pacte en question sans distinction de toutes sortes. Un autre élément est important, tous les individus qui font l'objet d'une juridiction, ce qui signifie qu'il s'agit des ressortissants sur un territoire et qui sont donc soumis à une juridiction, et en dehors aussi, par exemple, si des migrants sont trouvés ou secourus en haute mer et dans un bateau, par exemple, qui abat un pavillon déterminé, ils vont se retrouver sous la juridiction de l'État du pavillon du bateau, même s'ils ne se trouvent pas sur le territoire de l'État de ce pavillon. C'est une fiction, si nous voulons. Après, mais c'est quelque chose qui est prévu par ce pacte, donc la mention de la juridiction. Après, nous avons la Cour européenne des droits de l'homme qui a pas mal de cas de jurisprudence à cet égard. Voilà donc à quoi ressemblent ces dispositions dans les pactes des Nations Unies. Je disais tout à l'heure que les droits humains valent pour tous. Et là, nous avons des droits qui sont mentionnés dont peuvent bénéficier tous les migrants. Le droit à l'égalité, à la liberté, à être exonéré de discrimination. Ce n'est pas un acquis, en effet, de l'être. Après, nous avons la liberté d'expression, la liberté syndicale, le droit à un recours juridique effectif, le droit de ne pas être torturé, les droits des enfants, les conditions de travail décents. Et cela vaut aussi dans un contexte de sécurité. Nous savons que les migrations et les migrants peuvent être associés à des conditions d'insécurité, et les politiques migratoires ont été sécurisées pendant les 10 dernières années, surtout à l'instar des événements du 11 septembre. Donc, dans le contexte international, la doctrine accorde des droits qui sont universels aux ressortissants et aux étrangers d'un pays. Après, l'étranger a le droit à l'égalité. Ça, c'est ce qui est prévu par le Pacte international sur les droits civils et politiques de l'ONU, de toutes sortes. Donc, en faisant fi, si nous voulons, de son origine nationale ou sociale. Mais après, les distinctions sont possibles tout de même. Par exemple, les enfants ne peuvent pas voter dans la plupart des pays. Avant d'être majeurs, ils ne peuvent pas voter. Et il peut y avoir aussi d'autres règles dans d'autres pays. Cela dépend. Peut-être que dans certains pays, on peut voter quand on a 16 ans. Dans un autre pays, on peut rejoindre l'armée quand on a 16 ans. Les règles peuvent être différentes et cela peut justifier le fait de pouvoir voter à 18 ans. Donc, les enfants en dessous de 18 ans
n'ont pas la compréhension nécessaire au niveau international pour prendre une décision avisée au niveau politique. Et il faut l'accepter. C'est une distinction qui peut être justifiée. Si une distinction ne peut pas être justifiée, alors il s'agit de discrimination. Et il faudra décider donc si cette distinction est ou pas justifiée. Et pour ce faire, souvent, il faut saisir la justice. Par exemple, dans pas mal d'armées, les femmes ne peuvent pas devenir des soldats, ne peuvent pas être au front, ne peuvent pas se retrouver dans des sous-marins. Et les femmes ont pas mal bataillé pour revendiquer leurs droits dans l'armée de ce pays. Dans pas mal de pays, les tribunaux ont réalisé que ces distinctions finalement ne sont pas justifiées et c'est pourquoi les femmes ont trouvé leur place dans les armées de ces pays et c'est exactement ce qu'elles voulaient. Donc, si nous voulons, il y a une évolution de la doctrine des droits humains. Avec le changement de génération, nous avons une compréhension différente et on comprend pourquoi on fait une distinction entre des catégories de personnes. Très souvent, si on se penche sur les pratiques et les règles en matière de migration, on constate que dans beaucoup de pays, la migration est considérée comme un privilège et quelque chose qui appartient à la souveraineté d'un territoire et que les États peuvent faire ce que bon leur semble avec les migrants et que si les migrants ne sont pas contents, ben, ils ont qu'à rentrer chez eux. C'est quelque chose que l'on entend souvent. C'est un discours qui toutefois ne correspond pas à la réalité du droit humanitaire international. D'après ce dernier, on ne peut pas faire ce que l'on souhaite avec les migrants, il faut respecter leurs droits, il faut les appliquer. Voilà pourquoi nous avons ce point important qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on a affaire aux migrants. Les migrants, en résumé, ont les mêmes droits que les citoyens d'un territoire. Et après, il peut y avoir des distinctions qui peuvent être acceptables. Par exemple, les migrants peuvent être refoulés et renvoyés dans leur pays d'origine s'ils ont commis un délit, par exemple, si d'un point de vue juridique, ils ont violé la loi, ils peuvent être renvoyés. La loi prévoit leur expulsion, mais il y a des distinctions qui sont possibles. En résumé, les migrants ont les mêmes droits que les ressortissants d'un pays. Les étrangers ont le droit de saisir la justice. C'est une partie importante qui figure dans le Pacte international des droits civils et politiques ainsi que dans la Charte africaine. Effectivement, il faudra prévoir un recours efficace, le droit de trouver un conseil qui puisse les aider en justice et qui puisse décider de rétablir un droit ou une liberté. Et cela, on le retrouve également dans la charte africaine parce que on mentionne le fait que tout individu a le droit de se faire entendre par la loi. C'est exprimé différemment si nous voulons, mais il s'agit des mêmes sujets, des mêmes individus pour lesquels il n'y a pas de distinction, donc entre ressortissants d'un pays et migrants. Et nous verrons quelles sont les spécificités en droit pénal plus tard. Le recours doit être efficace et j'aimerais vous donner un exemple plutôt négatif du Canada. Dans la loi canadienne, il y a 40 ans, la plupart des décisions pouvaient donner lieu à un recours. Au cours des 20 dernières années, cela a été totalement remplacé par une refonte judiciaire. Il s'agit en quelque sorte d'une instance supérieure d'une cour d'appel qui peut prendre une décision et qui peut casser la décision précédente. Une
révision, une refonte judiciaire est un mécanisme qui s'applique aux décisions administratives par lesquelles une instance judiciaire pourra se pencher sur une décision de loi, mais pas sur une question de fond. Donc, on ne pourra juger que sur la forme, mais pas sur le fond. On pourra statuer sur le fait qu'une décision prise par une juridiction inférieure était fondée ou pas sur la forme, mais pas sur la forme. Le problème, c'est que beaucoup d'affaires portent sur la forme et sur le fond et pas sur la forme. Par exemple, si on dit à un demandeur d'asile, je ne te crois pas, je ne te fais pas confiance, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas donner lieu à ce mécanisme. Voilà pourquoi nous avons en quelque sorte un cas négatif plutôt de ce recours qui n'est pas efficace. Donc, cela nous a pris plutôt longtemps pour parvenir à ce résultat. Qui plus est, et cela est aussi problématique, beaucoup d'États, y compris le mien, ont importé dans la législation en matière d'immigration des normes, des institutions, des pratiques que l'on retrouve en droit pénal. Par exemple, les mécanismes de détention, les centres de détention pour les migrants qui ressemblent à des prisons à haute sécurité, ou alors les mécanismes antiterrorisme. Cela a été incorporé dans le droit administratif alors que c'est une émanation du droit pénal. Et pourtant, dans le droit sur l'immigration, qui est un droit administratif, nous n'avons pas les garanties en matière de preuves et de procédures que prévoit par contre le droit pénal. C'est la loi qui s'applique, qui peut éviter à un migrant la torture, la détention. C'est l'origine du droit pénal, si vous voulez, qui prévoit donc des dispositions importantes en matière de preuves et de procédures. Alors qu'en droit administratif, jusqu'à il y a peu, il n'y avait que très peu de dispositions en la matière. Il n'y avait que très peu de règles en matière de permis de pêche ou d'autres choses, mais pas grand-chose. Et dans un pays comme le Canada, nous n'avons une politique de torture. Heureusement, il n'y a pas la peine de mort. Nous avons des règles de détention et le seul juge qui peut se prononcer et qui peut décider des exécutions extrajudiciaires, des tortures ou des détentions arbitraires, c'est le juge en matière d'immigration. Et ce juge ne se retrouve pas dans une procédure où les garanties en matière de preuves et de procédure sont respectées à la même hauteur qu'en droit pénal. Et c'est très problématique. C'est un problème qui n'a pas encore été réglé dans la plupart des pays. Par exemple, en Europe, la déportation et la torture sont interdits. Nous avons une affaire, Sadi contre l'Italie de 2008, qui le démontre. Au Canada, la Cour suprême, en 2002, a dit que dans des cas exceptionnels, la déportation est permise. Et nous avons aussi une affaire au sein de la Commission des droits de l'homme, ou plutôt au sein du Comité contre la torture. Je me corrige, c'est le troisième exemple que vous voyez à l'écran, où nous avons un cas de déportation d'Adar contre Canada. C'est une personne qui aurait risqué la torture si elle était expulsée vers son pays qui était l'Iran, où il y avait les tortures, et ça a été le cas. Et c'est très problématique, bien évidemment. Tous les enfants sont protégés contre toute forme de discrimination. C'est ce que prévoit la Convention sur les droits de l'enfant. Vous voyez quelques citations. Et
Ce droit doit être accordé à tout enfant dans la juridiction dans laquelle il se retrouve sans discrimination de toutes sortes. Donc, indépendamment, si nous voulons, de l'origine nationale ou du statut de l'enfant. Article 2.2, l'enfant sera protégé de toute forme de discrimination ou punition sur la base du statut des parents de l'enfant. Si, par exemple, dans un pays est né et il était migrant, mais il a acquis la citoyenneté de ce pays, mais les parents n'ont pas de documents, la question qu'il faut se poser est comment nous allons traiter cet enfant? C'est un citoyen ressortissant de ce pays ou c'est un migrant sans papier, comme ses parents? Et ici, la règle est claire, il ne doit pas y avoir de discrimination ou de punition. Article 3, bien évidemment, il mentionne le meilleur intérêt de l'enfant qui doit être la considération qui doit primer sur les autres. Donc, cela concerne tous les enfants, y compris les enfants migrants. Je vous ai donné de mauvais exemples qui concernaient le Canada. J'aimerais maintenant vous donner des exemples plutôt positifs qui concernent notamment le Québec, qui est ma province, où les enfants les deux parents sans papier, c'est une décision récente, ont accès à l'éducation publique et aux soins de santé. Ont droit donc à l'éducation et aux soins de santé et le droit à la santé est prévu. Mais ce n'est pas le cas de leurs parents et de leur mère, même si elles sont enceintes. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement, mais c'est déjà un petit progrès qui a été accompli. Pour ce qui est des services publics, le droit aux services publics, je vais y revenir quand je vais parler du pacte mondial, mais pour commencer, je peux déjà le mentionner en faisant référence au pacte international de l'ONU sur le droit économique, social et culturel qui prévoit le droit de tout citoyen d'avoir accès à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales. Vient ensuite la Convention africaine qui prévoit le droit de tout individu d'avoir accès à la propriété publique et aux services publics sur une base d'égalité pour toutes les personnes face à la loi. Cela n'exclut donc pas les travailleurs migrants. Donc, nous avons après, nous avons différents régimes d'assurance, des régimes contributifs, non contributifs, mais au moins nous avons ce principe d'égalité pour accéder à ce beaucoup de pays ont lancé des appels à leurs hommes politiques, à leurs partis politiques pour mettre en sécurité la migration, pour prendre des décisions sur la base de considérations de sécurité. Et quelle a été la réponse? Il y a une distinction, je vous avais dit, entre droit civil et droit pénal, mais dans pas mal de pays, on a juste accéléré les expulsions des migrants ou des étrangers car on considérait que c'était des dangers. Mais il y a eu une décision de la Cour de justice qui date d'il y a 15 ans qui a prévu que beaucoup de principes de la justice fondamentale ont été développés dans des affaires des procédures pénales, mais leur application ne se cantonne pas à ces procédures pénales et s'applique quand un intérêt protégé est en jeu, car les principes de la justice fondamentale s'appliquent aux procédures pénales, car il s'agit de procédures pénales, mais aussi parce que l'intérêt de la liberté est toujours en jeu dans des procédures pénales. Une autre citation de la même affaire, qui est l'interprétation, si nous voulons, du droit humanitaire international, qui est le principe supérieur de la justice fondamentale, qui s'applique le suivant. Avant que l'État ne puisse mettre en détention des personnes pour des périodes significatives, il faut leur accorder le droit à un procès équitable. Et lorsqu'on dit les gens, les citoyens, on parle de tout le monde. Et cela revient sur l'idée que les hommes politiques ont des difficultés à défendre les migrants dans des situations où les migrants sont accusés d'être dangereux pour des raisons diverses et variées.
Et la ligne de défense principale et juridique est bien souvent, la Cour a dit au gouvernement: «Non, vous ne pouvez pas, faire ceci ou cela aux migrants car ils sont protégés par la Constitution, le droit international». Même la Cour suprême américaine a dit à la Maison Blanche que les personnes en Guantanamo n'ont pas leurs droits respectés et qu'ils ne relèvent pas de ce droit parce qu'ils sont en dehors des États-Unis. Et la Cour suprême a dit ils ont des droits. Hein, ces détenus, ils n'ont peut-être pas tous les droits, mais ils ont certains droits et vous ne pouvez pas nier ces droits. Vous devez vous rappeler, en outre, que les fondements mêmes de la démocratie ne relèvent pas uniquement d'une élection. L'élection n'est qu'un élément parmi d'autres qui constitue la démocratie. Donc, il y a la représentation juridique qui est essentielle. Nous avons besoin d'une représentation politique, nous avons besoin d'une majorité, effectivement. Mais il nous faut aussi des garanties du respect des droits de l'homme et nous avons besoin de l'état de droit. Et ici, c'est l'accès à la justice. La capacité d'un individu ou d'un groupe à se tourner vers les tribunaux pour dire à la majorité « vous avez tort ». Vous ne pouvez pas le faire à moi-même ou aux autres car nos droits doivent être protégés et garantis. C'est un élément essentiel pour les migrants et c'est le cas aussi pour les minorités, les peuples autochtones, les aborigènes, les travailleurs ouvriers, les femmes, etc. Et les tribunaux ont la légitimité de dire à la majorité des électeurs et représentants du peuple, vous avez tort, vous représentez la majorité, hein, vous avez été élus pour cela, mais vous avez encore tort car vous ne pouvez pas bafouer les droits des minorités. C'est quelque chose dont on ne doit pas, que nous ne devons pas oublier, car cela s'applique aux minorités dans nos pays qui ont des droits. Nous passons maintenant. Il y a une convention, hein, je l'ai dit au début, celle de 1990, la Convention internationale pour la protection des droits de l'ensemble des travailleurs migrants et membres de leur famille. C'est une pâle, voilà, convention proche de sa cousine. Elle a été négociée dans les années 80. Et la protection des migrants et la réflexion sur comment ils doivent être protégés n'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Et l'un des éléments fondamentaux de cette convention est qu'elle protégera différemment les migrants avec papier et sans papier, sans titre de séjour officiel. Donc, il y a deux sections, la section 3, ou peut-être plutôt partie 3, qui liste les différents droits qui s'appliquent à l'ensemble des migrants, je veux dire, notamment ceux qui sont sans papier. Droit à la vie, protection contre la torture, l'esclavage, la liberté de religion, d'opinion, d'expression, le droit à la vie privée, à la propriété, à la liberté, liberté par rapport aux expulsions collectives, les soins médicaux d'urgence uniquement, l'éducation obligatoire uniquement, etc. Mais la partie 4 du document liste les droits des migrants qui ont un titre de séjour. Par exemple, la liberté d'association et de se syndiquer. C'est réservé, au titre de cette convention, aux migrants ayant un statut officiel. Et nous savons que dans le monde, hein, certains syndicats ont commencé à avoir des migrants sans papier qui rejoignent leur rang. Pas beaucoup, hein, surtout dans le secteur agricole, mais ça a commencé. Et cela se fera souvent à travers des syndicats qui protègent les migrants sans papier. Collectivement, ils s'unissent et ont suffisamment de pouvoir pour négocier avec leur employeur concernant leur statut. Et aussi, ça les prive pour d'autres formes d'éducation, de formation professionnelle, un logement, aux services sociaux de santé, aux coopératives, etc. Il n'y a pas de protection de la famille non plus, il n'y a pas le droit de réunification familiale, regroupement familial pour les migrants sans papier.
Et 30 ans après, le document qui a été adopté a donc une vision différente par rapport à ces différents points. Dans cette convention, il y a aussi un distinguo opéré entre la détention criminelle, pénale et administrative. La détention criminelle garantit plein d'éléments. Donc, s'il y a une accusation de crime pénal, il sera bien plus protégé que si il relève du droit administratif, ce qui est vraiment étrange au vu des critères actuels. Ce n'est pas une distinction qui serait acceptée aujourd'hui au vu de nos critères actuels. Il y a aussi une différence entre les migrants et les ressortissants nationaux en matière d'accès à la sécurité sociale. Cette convention, malheureusement, n'a été ratifiée que par 57 États. Le dernier était le Tchad en février 2022. Il n'y a pas une unité entre tous les pays. Et lorsque je demande aux représentants de certains pays, on m'a dit c'est le groupe des 77 de la Convention, cela ne nous concerne absolument pas. Et d'une certaine manière, cela n'a pas attiré les pays faisant face à beaucoup une grande immigration au Chili, Argentine par exemple, qui ont ratifié la Convention, mais les grands pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie ne l'ont pas ratifié. Et les pays européens n'ont pas ratifié. Il y a une pression exercée sur un nombre de pays pour ne pas le ratifier alors qu'ils se disent prêts. On verra un peu les similitudes avec le pacte mondial plus tard. La prochaine section concerne la précarité des migrants et en quoi elle est une construction sociale. Nous devons bien comprendre que les migrants se dirigent vers un pays de destination et dans la grande majorité, ils le font parce qu'il y a un emploi, parce qu'il y a un marché du travail où ils ont une chance, un marché du travail qui peut être officiel, donc avec un contrat, etc., ou un marché du travail temporaire ou au noir. En général, les migrants ne vont pas là où il n'y a pas d'emploi. Pourquoi? Parce que les personnes migrantes décident, c'est une décision difficile à prendre, de migrer. Et de migrer seul, bien souvent. L'objectif est de pouvoir avoir un meilleur avenir pour elles-mêmes et leur famille. On ne va pas dans un pays où il n'y a pas d'emploi si on veut le faire. Dès lors, les personnes migrantes sont attirées par les marchés du travail qui leur donnent la possibilité d'avoir un emploi. Dans les pays de destination, de mon nombre d'industries et de marchés du travail dépendent de la main-d'œuvre pas chère. C'est cela qui rend ces industries et ces secteurs profitables. L'agriculture, par exemple, qui ne peut pas être délocalisée, une fraise canadienne ne peut pas être plantée et poussée au Costa Rica. Non, si vous voulez une fraise canadienne, elle doit être semée et poussée au Canada. Vous ne pouvez pas la délocaliser. Donc, les industries les plus importantes qui se basent sur ces travailleurs migrants sont l'agriculture, les soins, la construction, les extractions minières, la pêche, entre autres secteurs. Et nous le savons. Et pourtant, ce n'est presque pas supervisé. Donc, les migrants qui se trouvent embauchés par ces industries sont très souvent très maltraités. Ils n'ont pas de bonnes conditions de travail, n'ont pas un salaire décent, n'ont pas accès à la santé, etc. Ce qui compte ici, c'est que la précarité est une construction politique et sociale, économique, qui est le résultat de la combinaison de politiques migratoires et qui les met face au risque d'être envoyés chez eux, et des droits du travail
qui doivent être respectées, mais que personne ne respecte finalement, et ce sont des personnes qui n'osent pas hausser le ton, dénoncer leurs conditions de travail parce qu'elles ont peur d'être déportées, d'être renvoyées chez elles. Et c'est cette crainte du retour qui justifie le silence. Le silence, quel que soit le traitement qui leur est réservé, ils ne vont pas se syndiquer, ils ne vont pas se tourner vers un tribunal, ils ne vont pas contester. Voilà. Parfois, ils le font, c'est une poignée, c'est une petite minorité. La majorité se tait. Ils acceptent de vivre bien souvent sans papier, d'essayer de trouver un autre employeur qui aura les mêmes attitudes. Et ils doivent accepter ces conditions de travail déplorables s'ils veulent avoir une chance d'envoyer de l'argent à leur famille dans les pays d'origine. Et donc, c'est une position très compliquée. Nous le savons. Nous savons que c'est comme ça. Les sociologues, les avocats, les experts du monde du travail le disent. Nous avons toutes les études du monde. Cela fait des décennies que nous le savons. Le problème, c'est que cela provient d'un problème politique. C'est une stratégie actuelle pour réduire le coût du travail, le coût de la main-d'œuvre. Toutes les politiques qui visent à lutter contre les travailleurs sans papier, qui oppriment les travailleurs sans papier, vont à l'encontre de cette idée que nous avons besoin de cette main-d'œuvre pas chère. Si vous bloquez la migration de ces personnes sans papier, cela veut dire que si le gouvernement n'offre pas des options de mobilité, eh bien d'autres vont le faire, tout simplement, à la place du gouvernement. Et cette interdiction de la migration sans papier va créer des marchés au noir qui vont répondre tout simplement aux besoins des employeurs. Et donc, il y aura des passeurs, il y aura des entrepreneurs scrupuleux, il y aura des usuriers, des propriétaires peu scrupuleux, etc., qui vont en profiter. Tout cela alimente la précarité dans laquelle les migrants sont mis de manière consciente, puisque l'objectif est de réduire le coût du travail, parce que nous savons qu'ils vont accepter quelles que soient les conditions de travail, car il n'y a que les migrants qui accepteraient ces conditions, puisqu'ils n'ont pas le choix, ils ont peur de retourner chez eux, ils ne veulent pas, ils doivent pouvoir protéger et envoyer de l'argent à leur famille. Donc, les programmes qui encadrent la migration officielle légale vont aboutir à la création d'un statut précaire, donc les programmes temporaires. Donc, si, par exemple, les statuts temporaires officiels veut dire que si vous perdez votre emploi, vous perdez votre titre de séjour, votre titre de travail, votre permis de travail, etc. Et donc, vous devez rentrer chez vous, ce qui est très problématique. Donc, vous allez accepter la maltraitance. Vous allez essayer de vivre et d'accepter la maltraitance, car vous ne voulez pas perdre votre emploi, vous ne voulez pas rentrer chez vous les poches vides. Et nous savons que dans nombre de pays, par exemple au Québec, dans ma province canadienne, les travailleurs domestiques ne sont pas visés par les réglementations en matière de santé, par exemple, et de soins. Donc, ils travaillent chez leur employeur, c'est leur lieu de travail et leur domicile, mais ils ne sont pas soumis aux réglementations en matière de santé. Donc, ils peuvent vivre dans une situation extrêmement malsaine et on ne le saura jamais. Dans la plupart des pays, au nord comme au sud, les inspections du travail ne s'intéressent pas des travailleurs sans papier. Les inspecteurs du travail, bien souvent, travaillent avec les responsables de la migration et essayent d'attraper les migrants sans papier. Ce n'est pas leur travail. Leur travail est de faire en sorte que les lois soient appliquées à l'ensemble des travailleurs. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La syndicalisation est découragée et interdite au Québec et en Ontario, par exemple. Les travailleurs agricoles ne peuvent pas se syndiquer. C'est interdit. Ce n'est possible que parce que la grande majorité des travailleurs sont des étrangers. Si c'était des locaux, eh bien sûr qu'ils pourraient se syndiquer, ça n'aurait pas été interdit. Et bien sûr, les manifestations sont découragées dans bon nombre des cas. La précarité est encouragée dès lors par des discours politiques irresponsables. Nous avons un problème. Le meilleur système que nous avons utilisé pour nous gouverner, c'est la démocratie électorale, que
tout le monde, entre guillemets, permet à tout le monde, entre guillemets, de dire, d'avoir voix au chapitre et de choisir ses représentants et ses politiciens. Mais les politiciens travaillent avec des incitatifs politiques. Leur objectif est d'être réélus. Et c'est ainsi que la population peut pousser et inciter les policiers à faire ce qu'il faut. Et on peut pas leur jeter la pierre. Ils ne vont pas aller travailler pour ils vont pas se tourner vers celles et ceux qui finalement ne leur donnent aucune incitation politique, puisqu'ils ne vont pas veiller à leur réélection. Donc protéger les migrants et leurs droits n'est pas intéressant politiquement parlant. Et bien souvent, l'électorat en matière d'immigration, ce qui est porteur, c'est l'électorat anti-immigration. Et c'est un problème, car nous avons des difficultés s'il y a donc des migrants, des personnes qui ont besoin d'avoir des droits qui sont respectés dans cette démocratie électorale, élective, et ils doivent pouvoir interpeller les politiciens et les forcer à faire ce qui est juste. Et malheureusement, les politiques migratoires aujourd'hui sont rédigées, conçues par des non-migrants pour des non-migrants, puisque c'est pour leur électorat. Donc, c'est la même chose pour les politiques qui concernent les femmes, ne sont conçues et élaborées que par des hommes. Les hommes ne savent pas de quoi ils parlent et ils ne sont là que pour servir leurs intérêts électoraux. S'il n'y avait que des hommes parlant des questions des femmes, eh bien, ils le feraient pour leurs électeurs qui ne sont que des hommes. Et donc, voilà, c'est ainsi que la question des femmes a été traitée pendant longtemps. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour les personnes migrantes. Bien sûr, bien souvent, il y a des mythes, stéréotypes, des fantaisies que l'on a et qui alimentent les politiques migratoires. Donc, les migrants sont responsables du chômage, de crimes, de maladies, d'insécurité. Ils pourraient être des terroristes. Pour certains politiciens, l'idée d'une crise migratoire est une bonne chose finalement, car ils peuvent se servir de ce prétexte pour dire dehors les migrants. Et c'est souvent ce que l'on dit avec les migrants, même notre vocabulaire, lorsqu'on parle de flux, de migrants qui se déversent et qui arrivent en masse à nos frontières. Ce sont des mots qui charrient des idées et qui font que c'est une masse finalement. Ce n'est pas une somme d'individus, mais une grande masse qui est menaçante. Et donc, on voit que cela nourrit ce type de discours. Oui, alors migration fait partie de l'ADN de l'humanité. Nous sommes tous descendants de migrants. Hein. Nous sommes tous descendants de migrants d'Afrique. Plus grand, dans la vallée du Rift et au Maroc se trouvent les restes du représentant le plus ancien de notre humanité. C'est aussi un mécanisme normal pour faire face et ça ne va pas changer. Que l'on le veuille ou non, nous n'allons pas nous déplacer. Nous allons toujours nous déplacer. Au contraire, nous n'allons pas rester immobiles. Donc, plus nous avons de migrants, plus nous donnons de pouvoir à les personnes qui les exploitent. Et nous subventionnons des entreprises qui emploient des migrants de manière inhumaine. Et c'est l'État qui a la main mise sur cette migration, puisqu'il a la main mise sur l'octroi de papiers, de titres de séjour. Et on voit qu'il y a des murs qui sont érigés. Trump nous a donné le bon exemple. Et il y a un coût humain, donc un coût économique et humain très important. Tant de migrants perdent leur vie. Hein. Et donc, il y a un coût humain et économique pour eux, il y a un emprunt d'argent qu'ils ne peuvent pas rembourser, mais c'est aussi un coût important pour les sociétés. Lorsque l'on se rend compte combien d'argent est dépensé en notre nom, hein, au nom des contribuables, pour empêcher d'autres personnes de nous rejoindre, eh bien, nous nous rendrons compte que c'est de l'argent qui est vraiment très mal dépensé. Donc, il y a eu un très léger changement de mentalité, en tout cas de perspective, à savoir que la mobilité peut être gouvernée différemment.
Et nous le voyons dans les objectifs de développement durable, le programme à l'horizon 2030, où il y a un effort concerté d'intégrer la migration et les droits humains dans les ODD. Comment? En ajoutant le terme pour tous et toutes dans la formulation même des objectifs de développement durable ou ODD. Quelques cibles concernent les migrants. Les plus importants sont les deux premiers à l'écran. Celui qui concerne la protection des droits du travail et promouvoir des environnements de travail sûrs pour l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs migrants et en particulier les femmes migrantes et ceux qui travaillent à des postes précaires, donc l'OIT, est responsable de l'exécution de cette cible. Et la cible 10.7, à savoir faciliter une migration ordonnée, sûre, régulière et responsable et la mobilité des personnes. Donc, faciliter, c'est la première fois que l'on voit ce terme et on verra à quel point il est important. Après donc, ce programme de développement durable, il y a une crise migratoire de 2015 dans la Méditerranée vers l'Europe, les Rohingyas en Asie ou ceux d'Amérique centrale qui arrivent à la frontière des États-Unis. Donc, on voit une crise migratoire sur les 3 continents et les Nations unies, Barack Obama en particulier, à la conférence de 2016 de New York, a adopté une déclaration et a annoncé qu'il y aurait 2 pactes sur les réfugiés et la migration. Et nous allons nous intéresser au pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière de 2018. Ce pacte n'est pas le rêve suprême d'un professeur en droit ou d'un philosophe. Ça a été négocié par les États eux-mêmes et a été adopté par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, a été adopté par 153 États. Donc, c'est bien plus universel que la Convention de 1990. Alors, c'est un document qui ne relève pas du droit pur et dur, mais comme en 1948, mais ça a été négocié pas par des politiciens, mais par des fonctionnaires, des diplomates, des experts, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des universitaires. Ça a fait l'objet de débats. C'était négocié à une échelle inférieure, pas à cette échelle de haut niveau politique. Et les hommes et femmes politiques n'ont eu à réagir que très tard, en juillet 2018, et non, ça a été par contre négocié en juillet, ils ont réagi en novembre 2018. Et à cette époque, quelques pays ont voté contre, 12 autres se sont abstenus, mais 153 États se sont dit favorables. Et c'est vraiment un jalon. Ce n'est qu'un cadre conceptuel, donc une voie cruciale pour les prochaines décennies, mais surtout, en substance, elles énoncent certaines choses qui vont à l'encontre de ce que font les pays actuellement. Donc, les États vont devoir changer leurs pratiques en matière de mobilité et de migration. On peut avoir bon espoir que ce pacte mondial puisse avoir une influence à long terme, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, imaginez-vous. 70 ans après, nous sommes toujours en train de développer cette doctrine des droits humains instituée par ce document. Et vraiment, l'essence même de ce pacte mondial est dans ce terme facilitation. C'est vraiment la recommandation centrale dans la version anglaise, qui était celle qui a fait l'objet des négociations. Le mot revient 62 fois. Donc, les États doivent faire en sorte que la mobilité soit plus facile. Or, ce n'est pas tout à fait ce que font bon nombre de pays aujourd'hui. Et la plupart des États insistent sur la répression et 3 des objectifs du pacte mondial montrent quand les États doivent appliquer une répression. Nous devons lutter contre, évidemment, le trafic d'êtres humains, et la fraude, etc. Mais vraiment, il s'agit aussi
de faciliter la migration. L'objectif 5, c'est mettre en place des voies pour une migration régulière pour faciliter la mobilité des travailleurs et le travail décent et soit en ligne avec le droit à la vie de famille. Et cela, on voit que ça évolue comme la doctrine des droits humains évolue. Cela veut dire que si vous avez droit à une vie de famille en tant que migrant, cela veut dire que vous avez le droit de venir avec votre famille. La plupart des travailleurs migrants temporaires n'ont pas ce droit actuellement. Or, 153 États ont dit c'est l'avenir, le droit à la vie de famille. Le regroupement familial, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie de famille. Voilà, c'est à nouveau cette idée de droit à la famille, à l'unité familiale et faciliter l'accès aux procédures de regroupement familial pour les migrants à tous les niveaux de compétences. C'est ce qui est écrit, à savoir la grande majorité des travailleurs migrants temporaires. Le recrutement juste et éthique, la garantie du travail décent. Tout cela est une exigence pour les États et dans cet objectif, c'est vraiment qu'ils appliquent simplement leur droit de travail. Puisque dans la grande majorité des travails, le code du travail est bon et il protège tout à chacun. Donc, appliquez tout simplement votre code du travail. Ce qui a l'air d'être une injonction assez simple, mais finalement ne n'est pas tout à fait concrétisé. Faciliter le changement d'employeur et les modifications de travail. Actuellement, dans bon nombre de pays, soit vous devez rentrer chez vous et revenir, ou cela vous prend des mois avant de pouvoir voir ces changements. Et entre-temps, vous vous trouvez dans une situation administrative très, très inconfortable. Faciliter les transitions d'un statut à un autre, réduire la précarité des statuts. C'est ce que craignent le plus les migrants, les conséquences. Voici un autre objectif intéressant. Le mot réglementation est disparu de la version négociée anglaise, mais elle est réapparue dans la traduction française. Donc le mot régularisation apparaît en français, mais pas en anglais. Faciliter l'accès des migrants à un statut régulier, donc c'est une régularisation. Pourquoi avoir… Voilà, donc dans ce paragraphe, on ne voit pas le terme en tant que tel en anglais. Les hommes politiques ne voulaient pas ce mot, mais pourtant cela existe. C'est un autre élément clé pour les réfugiés. Ce qui est dit ici, c'est que les États doivent se préparer pour des crises en matière de migration, tout comme ils se préparent pour une catastrophe naturelle. Ils doivent se préparer pour une urgence qui concerne la société. Et cela concerne aussi les crises migratoires. Sinon, ce sera la catastrophe. Il n'y aura pas d'organisation. Voilà pourquoi il faut être prêt pour que les catastrophes ne se déclenchent pas, telles que nous les constatons sur des catastrophes naturelles dans différents pays du monde. Après, l'accès aux services de base pour tous les migrants, indépendamment de leur statut de migration. C'est assez extraordinaire. Tous les migrants, indépendamment de leur statut migratoire, peuvent exercer leurs droits humains par l'accès aux services sûrs et de base. Et là, c'est un élément assez intéressant, c'est-à-dire comme on fournit le mot garde-fou, après on l'a enlevé parce que c'était trop sensible, mais dans ce paragraphe, il est question de coopération entre les prestataires de services et les autorités préposées aux migrations pour qu'il n'y ait pas d'entrave à l'accès aux services de base, un accès sûr. Ici, nous avons un élément que je trouve très intéressant. Il est question d'encourager les sociétés inclusives et
soudée avec une prise de responsabilité des migrants, une autonomisation des migrants pour qu'ils deviennent des membres actifs de la société, pour qu'ils acceptent les conditions de travail, etc. Et ici, les États prévoient qu'il faut autonomiser les migrants pour qu'ils deviennent des membres actifs de la société. Peut-être que cela sous-entend également le droit de négocier, la liberté syndicale, etc. Cela a été accepté par 153 pays au niveau mondial. L'élimination de toutes les formes de discrimination, la promotion d'un discours public fondé sur des preuves, sur des éléments probants pour former des perceptions en matière de migration. Oui, il faut changer les perceptions. Et peut-être que la pandémie a quelque peu aidé. Nous l'avons vu du moins dans certains pays où les travailleurs migrants qui étaient essentiels ont été reconnus en tant que tels. Par exemple, dans mon pays, les travailleurs agricoles, les travailleurs dans les soins de santé ont été considérés comme essentiels pendant la pandémie. Il a été reconnu qu'ils faisaient partie de la société et que la société en avait besoin. L'investissement dans le développement des compétences, on en a déjà parlé. Après, bien évidemment, il y a des zones d'ombre dans le pacte mondial, mais maintenant, essayons de voir quelle est la voie à suivre, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre le pacte mondial du jour au lendemain. Nous avons certes besoin de mobilité, mais cela ne se fait pas de façon soudaine, parce que les employeurs ne peuvent pas endurer les coûts liés à la main-d'œuvre et ils ne peuvent pas se permettre un passage immédiat à une force travail régularisée et déclarée. Ce n'est pas quelque chose de possible. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir une planification stratégique à long terme en matière de mobilité, d'intégration pour préparer l'État ainsi que la population à ce changement. Et cela s'applique à tous les secteurs de la gouvernance. Par exemple, le transport, l'énergie. Les gouvernements, par exemple, doivent faire une planification en matière d'énergie qui est sur 10 à 20 ans. Les autoroutes qui sont construites aujourd'hui ont été planifiées il y a 20, si ce n'est 30 ans. Et c'est la seule façon de rendre le développement durable, planifié. Et il faut, bien évidemment, engager d'autres interlocuteurs, non seulement les représentants de tel ou tel ministère. Non, il faut également d'autres parties prenantes, les syndicats, par exemple, les représentants d'employeurs. Et pour les migrants, malheureusement, il y a souvent des absents visibles dans la mise en œuvre de réglementations en matière de migration. Après, les migrants doivent pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Il faut donc faciliter la mobilité, la rendre plus rapide et plus accessible avec des zones de libre circulation comme le projet par exemple de la CEDEAO, d'autres instances régionales de l'Union européenne, ainsi de suite, qui permettent la libre circulation des citoyens et cela doit se faire aussi de façon plus rapide et plus économique. Voilà pourquoi bien une bonne gouvernance de la migration ne consiste pas à interdire la mobilité. Au contraire, il s'agit de l'encourager. Il faut bien évidemment réduire la précarité des migrants, sinon il n'y aura pas de solution du problème. Il faut également insister sur la coopération à la mobilité internationale sans l'entraver, avec des approches régionales peut-être, comme ces zones de libre circulation au niveau régional. Cela passe peut-être par la reconnaissance des capacités, des compétences, par une réponse collective. Et les gouvernements locaux ont également un rôle d'envergure à jouer dans ce contexte. Ils ont besoin, et ici nous voyons bon nombre d'initiatives menées par des leaders en matière d'intégration des migrants,
Nous avons également besoin d'une philosophie qui réduise les dommages. Le fait qu'un migrant soit sans papier, qu'il soit arrivé sur un territoire sans papier ou qui ait un visa qui est périmé n'est pas très grave. Ce n'est pas comme conduire une voiture alors qu'on a oublié le permis à la maison. C'est autre chose de ne pas avoir du tout de permis, de ne pas avoir passé son code, bien évidemment. Mais si on se fait donner un PV par le policier qui nous arrête parce qu'on n'a pas notre permis sur nous, ce n'est pas si grave. Donc, si le migrant est appréhendé et qu'il n'a pas son permis sur lui, il n'a pas de ses papiers, on peut lui demander de les envoyer dans un temps déterminé. Il pourra peut-être demander parce que sinon, peut-être qu'il sera en mesure, en payant des personnes qui l'accompagnent, de fournir ces papiers. Peut-être qu'il est d'accord pour payer ces montants. Cela réduit donc le problème dans le pays en question et cela permet une certaine négociation également. Donc, cela a bien évidemment énormément d'avantages. Il y a aussi des systèmes de détermination des réfugiés, du statut de réfugié. Il faut aussi réduire la pression. Il faut arrêter, bien évidemment, de financer les systèmes clandestins, les passeurs. Cela doit être arrêté parce que, et après, comme dans les années 50 à 70, il y avait une libre circulation de personnes. L'immigration n'était pas vue comme un fléau, comme un problème. Et après, le pacte mondial a déclenché pas mal de débats. Cela prendra du temps, bien évidemment. C'est un processus à longue gestation. Je crois que nous avons besoin d'un changement de génération. On parle beaucoup plus de migration, il y a plus de connaissances de ce sujet. On en parle dans les écoles, par exemple, on parle souvent de diversité et les migrants eux-mêmes continuent d'être des héros pour leur communauté et leur famille. Et ce sont bien évidemment des images que nous devons inclure dans l'imaginaire collectif. Ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui ont osé faire des choses et donc il faut montrer ces exemples positifs. En guise de conclusion, je dirais qu'avec ce pacte mondial, j'espère que nous parviendrons à une culture de sécurité qui comprendra également les migrants, comme l'a fait la Déclaration universelle, en ce sens qu'elle a créé une véritable culture de droits humains. Bien évidemment, cela est encore en cours, mais même si nous avons une intervention un peu tardive, j'espère qu'elle aboutira à des rebondissements avec des activités de suivi, de bonnes pratiques, des leçons apprises par différents pays et j'espère surtout avec une nouvelle génération qui n'a pas peur des migrants, un peu comme la mienne. Donc, une nouvelle génération qui ne considère pas le migrant comme une personne qu'il faut exploiter systématiquement. Merci.